Mais quand même, ça aide d'avoir un voisin aussi intéressant. Je rappelle, pour ceux qui ne savent peut-être pas, qu'Amartya Sen, le grand économiste et philosophe qui a travaillé sur les inégalités, dans les années 90 avait fait des mesures très intéressantes et l'espérance de vie à la naissance d'un habitant mâle noir de Harlem était inférieure à l'espérance de vie d'un habitant du Bangladesh. Pourquoi? Uniquement à cause de la violence armée. Le reste, si on enlève tout ça, ils avaient une vie presque aussi longue que les autres. Donc ça, c'est un point important. Une chose aussi qui me paraît importante, c'est noter que les armes, c'est une chose, la philosophie qui va avec, il ne faut pas l'oublier. Et même la forme et le style de vie. Le commerce des armes, c'est un commerce juteux. Et pas uniquement pour les fabricants d'armes. Hein. D'abord, c'est juteux parce que, comme on vous l'a montré, ça élimine des noirs. Donc, c'est déjà intéressant. Ce sont les premières victimes, ce sont aussi en général des délinquants. Donc, la philosophie, c'est qu'ils s'éliminent entre eux très bien. C'est ce qui se passe à Marseille en ce moment. On n'en est qu'à la première étape. Les gens disent que c'est finalement très bien, ils s'éliminent entre eux. Quand ça commencera à taper et à faire des dommages collatéraux, on se rendra compte que c'était une philosophie à courte vue. Un autre point qui me paraît important aussi dans la philosophie et dans la forme de vie, c'est juteux aussi pour le secteur de l'immobilier et pour l'évolution des structures urbaines. Parce que qui dit violence dit peur, et on joue sur la peur. Mike Davis a très bien exprimé ce sentiment de peur qui justifie les nouvelles formes d'urbanisme aux États-Unis et de plus en plus maintenant en Amérique latine. Le modèle se répandant d'ailleurs d'abord par le Mexique, évidemment, c'est tout près. Les gated communities deviennent des condominios cerrados, on a peur, on s'enferme, les classes moyennes s'enferment, avant c'était plutôt les classes plus élevées, et maintenant même dans les quartiers populaires, on s'enferme aussi, et à juste titre, puisque les statistiques de la violence le montrent très bien à Mexico, que j'ai particulièrement étudié. On vole dans le centre-ville de Mexico, mais on tue dans la banlieue. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui viennent dans le centre de Mexico sont les pauvres de la banlieue qui savent que l'argent est là, mais c'est entre eux qu'ils s'assassinent, puisque les règlements de compte sont effectivement en périphérie. Donc, même les classes populaires ont besoin de se protéger. Ça crée du marché et du marché de l'immobilier. Tout le monde profite de cette violence, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est d'autant plus important, me semble-t-il, que, comme je l'ai dit, si près des États-Unis, la frontière est là, la frontière est attractive. Je ne vais pas revenir sur ce que vous savez sans aucun doute, sur les entre 1,2 et 1,6 millions de latinos qui passent la frontière chaque année. C'est pas vraiment, il y en a qui passent plusieurs fois, donc ils sont comptabilisés à plusieurs reprises. Toutes les tentatives des États-Unis pour se défendre contre ces hordes de sauvages qui essayent de s'implanter aux États-Unis. Ça a commencé dans les années 90. Le Secure Offense Act de 2006 n'a rien arrangé. Il ne faut pas croire qu'Obama a changé les choses. Il a continué dans la même perspective et il a même renforcé la frontière, notamment avec ce qu'on appelle, j'adore ce terme, la smart border, la frontière intelligente. La frontière intelligente, c'est celle qui tue sélectivement, comme vous le savez. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de voir qu'il n'y a finalement pas trop de différence entre Bush et Obama, au moins en ce qui concerne cet aspect des choses. Alors la répercussion est évidente. Il y a une corrélation directe entre le Mexique et l'Amérique du Nord, puisque le Mexique fait partie de l'accord de libre-échange nord-américain. C'est un grand pas. Cet accord de libre-échange nord-américain, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, a profité avant tout aux trafiquants de drogue, puisque ce sont les marchandises qui, évidemment, il y a des problèmes pour les migrants, mais pour les marchandises, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a eu une guerre qui a été mise en place pour lutter contre les cartels. Je ne vais pas aller trouver, on pourra revenir si vous voulez. Il y a un certain nombre de cartels qui se sont développés
avant c'était d'autres formes, mais elles ont, bon, il y avait le modèle colombien, hein, très bien. Le Mexique opère beaucoup par captation de modèles. Le modèle urbain du 19e siècle, c'était la France. Maintenant, c'est les États-Unis, ou pour les cartels de la Colombie. Alors, avec toute une série de cartels plus féroces les uns que les autres, vous avez tous entendu parler des Zetas, hein, par exemple, qui avant n'étaient qu'une sorte de milice au service du cartel du Golfe et du Veracruz, qui sont maintenant complètement indépendants, ils sont plus très intelligents, et on estime que c'est le smart cartel par excellence. Parce que non seulement, c'est vrai, ce sont un petit peu des brutes, hein, mais par ailleurs, c'est eux qui manient le mieux tout le secteur de l'informatique et de l'information. Donc ils sont très forts dans ce domaine-là. La Secrétariat de la Défense nationale, en 2011, estimait qu'il y avait à peu près 500 000 personnes qui travaillaient directement ou indirectement dans le secteur de la drogue au Mexique. Production, transport, transformation, etc., etc. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez, hein, en sachant qu'il y a à l'heure actuelle moins d'1 million d'employés dans le secteur de la maquiladora, qui est la puissance économique du Mexique. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Il y a eu une guerre, donc la violence. Alors, la guerre, elle est mexicaine, c'est évident, mais les racines sont mexicaines et états-uniennes. D'ailleurs, même Barack Obama, la l'année dernière, a dit oui, sur les armes, de chez nous, c'est embêtant. Et le marché consommateur, il est où? Mais il est aux États-Unis. Et c'est vrai que quand vous avez le plus gros marché consommateur du monde en produits stupéfiants, c'est tentant d'aller faire des échanges qui sont là aussi juteux. Je ne sais pas si vous avez vu le film Machete. Non, allez le voir, les trucs un peu violents, hein, mais au deuxième degré. Mais je trouve que c'est assez bien représentatif de ce qui peut se passer. Combien de morts? Parce qu'on est dans les chiffres. C'est la guerre contre le narcotrafic lancée par Calderón en 2006. Le gouvernement dit 60 000. Hein. L'INERI, l'année dernière, a refait les comptes. 80 000. L'INERI, c'est l'Institut national de géographie et de statistique mexicain. 80 000 morts. La Jornada, récemment, a fait... La Jornada est un grand journal mexicain de gauche, a fait ses calculs. 150 000. On ne sait pas tout parce que c'est d'abord, on peut tuer quelqu'un, c'est peut-être pas nécessairement lié au trafic de drogue, donc celui-là on l'enlève. Mais quand on prend plus global, eux ils arrivent à 150 000 et tous les quartiers, toutes les villes et toutes les régions sont concernées. L'an dernier, j'avais fait mes calculs, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, plus de 160 000 personnes ont été déplacées au Mexique à cause de la violence liée aux guerres contre le narcotrafic. 160 000 personnes. C'est un chiffre qui est important, qu'on va retrouver dans une ville qui est symptomatique, qui est Ciudad Juárez. Tout le monde a entendu parler de Ciudad Juárez, la violence de Ciudad Juárez parce que ce sont les féminicides, plusieurs centaines de femmes qui ont été massacrées depuis une dizaine d'années, on ne sait pas trop pourquoi, des rites, etc. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais surtout la ville où s'est affronté le cartel de Sinaloa avec le cartel de Juárez.